En Belgique, est-ce que les règles du jeu sont vraiment les mêmes pour tout le monde? Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui présente ce qu'elle décrit comme deux mondes parallèles, celui des politiciens et celui des citoyens. On va décortiquer ça ensemble, chiffre par chiffre. Et c'est moi qui vote vos règles. C'est direct, hein? Cette phrase-là, tirée de la source qu'on analyse, elle donne tout de suite le ton. On nous présente une confrontation entre deux réalités qui, en principe, devraient fonctionner de la même façon. OK, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Le personnage qui parle dans le document, c'est une fiction, une sorte de caricature. Par contre, chaque chiffre, chaque statistique qu'on va voir, ça vient de sources publiques belges. Tout est vérifiable. Le but, c'est de se servir de ce cadre-là pour analyser des faits bien concrets. Bon, on commence où? Par l'argent, évidemment. C'est souvent là que ça accroche le plus. On va regarder de près la différence de revenus entre un élu et un citoyen ordinaire. 9 364 € par mois, brut. Ça, c'est le salaire de base d'un parlementaire en Belgique. Avant même de comparer quoi que ce soit, juste laissons ce chiffre-là faire son chemin. OK, maintenant, pour avoir une meilleure idée, on met ça en perspective. C'est 2,3 fois plus que le salaire brut moyen en Belgique. Disons que la balance penche pas mal juste d'un bord. Puis attention, c'est pas fini. Dans ce salaire-là, il y a près du tiers, 28 pour être précis, qui est considéré comme une indemnité pour des frais. Cette partie-là est non imposable et, écoutez bien ça, elle ne demande aucun justificatif. Aucun. Zéro. Pas une seule petite facture à montrer. Là, on parle des revenus par année. Un parlementaire peut accumuler différents mandats et fonctions jusqu'à ce plafond-là, fixé par la loi, plus de 228 000 €. Et ce n'est pas un cas d'exception, là. C'est la limite permise. Ce qui est intéressant, c'est comment la source compare ça avec un citoyen normal, mettons. Si quelqu'un prend un deuxième job pour arriver à la fin du mois, ce revenu de plus est imposé au taux le plus élevé. On voit bien qu'on parle de deux systèmes fiscaux différents. Bon, on a parlé du cash, maintenant parlons des règles du jeu. Parce que les différences, elles ne sont pas juste sur le chèque de paye, elles sont aussi écrites dans la loi. Au cœur de tout ça, il y a un mot bien important, l'immunité. L'article 58 de la Constitution belge protège les élus pour les opinions qu'ils expriment et les votes qu'ils font. Puis le petit détail qui change absolument tout, c'est que cette immunité, elle est perpétuelle, à vie. Ça ne s'arrête jamais, même quand ils ne sont plus en politique. Ici, on voit vraiment la différence que ça fait dans la vraie vie. Un parlementaire, dans le cadre de ses fonctions, peut s'exprimer sans avoir peur d'être poursuivi. Mais un citoyen qui écrit un commentaire un peu trop salé sur un politicien sur les réseaux sociaux, lui, il risque une plainte pour diffamation. OK, autre sujet, la maladie. Pour le citoyen moyen, une nouvelle loi est assez directe. Après juste 6 mois d'absence pour maladie, un employeur peut mettre fin au contrat de travail. Gardez bien ce chiffre-là en tête, 6 mois. Parce que vous allez voir, de l'autre côté, c'est pas la même histoire. Et pour un parlementaire malade, son mandat, il continue. Son salaire, intact, au complet. Un médecin pour vérifier? Non. Un plan pour retourner travailler? Nope. Des conséquences? Aucune. Bref, tout le système de contrôle qu'on demande aux autres, là, il ne s'applique juste pas. Tout ça, ça nous amène à une question plus large sur la sécurité à long terme. La retraite, le patrimoine, est-ce que là aussi, on a deux chemins complètement différents? OK, là, ça devient un peu technique, mais reste avec moi parce que ça en dit long. Il y a un plafond légal pour les pensions de tout le monde en Belgique. Mais il existe un système spécial pour les parlementaires qui leur permet de dépasser ce plafond-là de 20 %. En gros, la limite qui existe pour tous les autres, pour eux, elle ne s'applique pas. Maintenant, la transparence. Quand un politicien doit déclarer son patrimoine, il met ça dans une enveloppe scellée. L'enveloppe est gardée, mais elle n'est pas ouverte ni vérifiée, à moins bien sûr qu'il y ait une enquête judiciaire. Puis la source émet ça en face de ce qui arrive à un citoyen qui demande l'aide sociale. Dans ce cas-là, l'enquête est hyper poussée. On parle de visite à la maison, d'examen de tous les comptes en banque, de justification pour chaque bien. D'un côté, une enveloppe scellée. De l'autre, une investigation en profondeur. On s'en va vers la fin. Quand vient le temps de faire des coupures, que l'État doit se serrer la ceinture, c'est qui paye la note au final? Ce qu'on voit ici, c'est assez frappant. Ça montre d'où viennent les 23 milliards d'euros d'économie d'un accord gouvernemental. Regardez bien, hein? 93 % de l'effort, ça vient de la sécurité sociale, des services publics, bref, de la population. Puis le reste, un petit 7 % ça vient des plus hauts patrimoines. Bon, faisons le bilan final. On va mettre les deux réalités une à côté de l'autre pour bien voir les différences que la source a mises en lumière. Ici, on perd sa job. Ouf, la différence est énorme. Un parlementaire qui n'est pas réélu, il reçoit une indemnité de départ de plus de 970 € par mois, sans contrôle. Un citoyen qui perd son emploi, c'est au maximum 1 600 €, avec des contrôles très stricts et l'obligation de se chercher un autre travail. Et voilà, le portrait final. Salaire, maladie, pension, patrimoine, indemnité de départ. Ce tableau met tout ça côte à côte.
C'est vraiment l'argument central de la source, résumé en une seule image. Ça met la table pour la grosse question. On termine là-dessus, pas avec une réponse, mais avec la question que pose la source. Si tous ces chiffres sont vrais, et on rappelle qu'ils viennent de documents publics, alors la question, ce n'est plus de savoir si c'est vrai, mais pour combien de temps encore? Le gouvernement de l'homme par l'homme est la servitude. Et dire qu'il croit encore à cette mascarade, c'est absurde. Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui a fait pas mal jaser. Un texte satirique avec un titre assez coloré, « Confession d'un social traître ». L'idée, elle est simple, mais, mettons, assez percutante. C'est le monologue d'un parlementaire belge qui est fictif, mais qui se lâche un peu lousse après une coupe de verre. C'est ça l'image qu'on a. Exactement. Mais attention, puis ça, c'est le point crucial, le personnage n'existe pas, mais chaque chiffre, chaque règlement qu'il mentionne est 100% réel. C'est tiré de sources publiques belges, des lois, des rapports, tout est vérifiable. Fait que notre mission, c'est de décortiquer la comparaison que le texte fait entre le monde des élus puis celui des citoyens. Et ce qui est vraiment frappant là-dedans, c'est pas juste la liste des avantages, c'est la méthode. Oui. L'auteur utilise ce que j'appellerais une technique du miroir. Chaque privilège de l'élu est tout de suite mis en face de la réalité d'un citoyen ordinaire. C'est exactement ça. C'est ce contraste-là constant qui donne au texte toute sa puissance. C'est un très bon point. L'idée du miroir, c'est vraiment ça. Alors, commençons par le premier reflet, celui qui fait toujours parler de lui, le portefeuille. L'argent? Oui. Le salaire de base de notre parlementaire, c'est 9 374 € bruts par mois. C'est un bon montant, mais c'est pas ça le plus surprenant. Non. C'est ce qui suit. Le texte explique qu'il y a une exonération d'impôts automatique de 28 % de ce salaire pour des frais exposés. La twist. Il n'y a pas de facture. Zéro, aucun reçu, aucune preuve à fournir. C'est un forfait. Et le miroir que le texte nous tend, il est brutal. Il nous dit, imagine le citoyen moyen qui doit se battre avec le fisc. Ah oui! Fournir 3 copies de chaque facture juste pour déduire, mettons, 50 € de frais de déplacement. Ce que ça expose, c'est pas tant la question de savoir si le salaire est trop élevé. Ça, c'est un autre débat. Non, c'est la différence de traitement. C'est la disparité des règles. D'un côté, un système qui fonctionne sur une confiance absolue, un chèque en blanc. De l'autre, un système basé sur la méfiance, où le citoyen doit tout le temps prouver sa bonne foi. Et ça s'arrête pas là, bien sûr. Le deuxième point, c'est le cumul des revenus. Le document nous apprend que le plafond de cumul, c'est 150 % de son indemnité. Ça donne un beau 228 164 € par année. Quand même. Et notre personnage, il s'en vante. Il dit qu'il a des mandats dans des intercommunales. Oui, qu'on pourrait décrire, pour nos auditeurs, comme des gens de régie qui gèrent des services comme l'eau ou les déchets pour plusieurs municipalités. Exactement. Fait qu'il cumule ça, un siège sur un conseil d'administration, un poste dans un organisme dont il avoue même pas savoir à quoi ça sert. C'est ça. Et là encore, le contraste fait mal. Le texte prend l'exemple de l'infirmière qui prend le deuxième job la fin de semaine pour arriver. Elle, son deuxième revenu, il est imposé au taux maximum. Le système la pénalise, dans le fond, pour son effort supplémentaire. C'est ça qui est un peu fou. Et ce traitement de faveur, il n'est pas juste financier. Le document nous amène après ça dans une zone encore plus complexe, le juridique. L'immunité parlementaire. Attends une minute, parce que là, les mots sont importants. Le texte parle de l'article 58 de la Constitution belge qui garantit une irresponsabilité absolue et perpétuelle pour les opinions et les votes. Absolu et perpétuel. Ça veut dire que 20 ans après la fin de son mandat, un ancien élu est encore protégé pour des mensonges qu'il aurait dit à la Chambre. Ça me semble incroyable. C'est exactement ça que ça veut dire. Wow! Et c'est là que le miroir est très, très parlant. Le texte oppose ça aux citoyens qui, pour un commentaire un peu trop émotif sur Facebook, peut se ramasser avec une poursuite en diffamation. exact,
Faut comprendre, c'est l'origine de l'immunité, c'était pour protéger les élus de la pression du roi, du pouvoir exécutif. C'est un principe démocratique à la base. Oui, pour garantir la liberté de parole. Mais la question que le document pose, c'est est-ce que cette protection-là n'est pas devenue un privilège qui crée, dans le fond, une classe de citoyens au-dessus des lois? La question se pose, c'est certain. Et plus on avance, plus les exemples deviennent viscéraux. La quatrième confession, ça touche un sujet universel, la maladie. Et là, à mon avis, le texte devient particulièrement dur. Il rappelle une loi qui permet à un employeur de congédier un employé pour force majeure médicale après juste 6 mois d'absence. 6 mois. L'auteur utilise une phrase qui frappe fort. Le temps de fabriquer un être humain, mais pas celui de le réparer. Ouf, c'est puissant. Et la comparaison avec le parlementaire est sans appel. Aucune. S'il tombe malade, même pour très longtemps, son mandat continue, son salaire intégral continue de rentrer, pas de médecin conseil, pas de trajet de réintégration, rien. Ben, le texte le dit de façon brutale, parce que c'est nous qui écrivons les règles. Ça illustre une fracture dans la conception même de la sécurité sociale. Le système est bâti avec des contrôles très serrés pour la population. Oui. Le document rappelle d'ailleurs qu'à la fin 2023, en Belgique, il y avait plus d'un demi-million de personnes, 526 000, en invalidité. C'est énorme. C'est des gens qui vivent avec ces règles strictes-là. Mais les architectes du système, eux, se sont placés en dehors de leur propre plan. C'est une logique qui continue jusqu'à la fin de la carrière avec la pension. Et là, on tombe sur un point que j'ai trouvé particulièrement surprenant. On parle plus d'une loi, mais d'une ABSPL, une association sans but lucratif, qui s'appelle, et ça s'invente pas, Pension des députés. Ça sonne comme une blague. On dirait, oui. Mais c'est très sérieux et cette structure permettrait de contourner le plafond légal des pensions de 20 pour atteindre jusqu'à 9 375 € par mois. Mais c'est même pas ça le plus révélateur. Le point plus fort politiquement, c'est la liste des signataires du document qui valide ce système. Ah oui, ça? On y retrouve 4 grands partis belges. Les socialistes, les libéraux, les nationalistes flamands et les écologistes. Des partis qui se déchirent à longueur de journée sur absolument tout. Surtout. L'économie, l'immigration, l'environnement, sauf, apparemment, sur la protection de leur propre pension. C'est ça qui est fou. Ça va au-delà de l'ironie. Ça pointe vers ce que les politologues appellent la théorie du parti cartel. L'idée que même en compétition, les partis collaborent pour protéger leurs intérêts collectifs. Le document donne un exemple de manuel de ça. Et pendant ce temps, pour le citoyen, on parle de malus pension s'il a été malade et de la retraite à 67 ans. Exactement. Et si la carrière s'arrête avant la retraite? Le document compare l'après-mandat au chômage. La 6e confession. Un parlementaire pas réélu reçoit une indemnité de sortie 9 742 € par mois. C'est précis. C'est versé pendant 2 mois par année de mandat jusqu'à un maximum de 2 ans. Le plus important, sans contrôle, sans convocation, sans obligation de se chercher une job. OK. Maintenant, le miroir. Un citoyen qui perd son emploi. La durée maximale de ses allocations de chômage. 2 ans aussi. 2 ans aussi. Mais le montant maximal, c'est 1 622 € par mois. C'est 6 fois moins et ça vient avec des contrôles, des convocations, la menace de tout perdre. Ouais. La conclusion du texte est parfaite. Même durée, pas le même monde. C'est exactement ça. On voit le motif qui se dessine. À chaque étape de la vie, le travail, la maladie, la retraite, la perte d'emploi, il y a comme 2 ensembles de règles parallèles qui se touchent jamais. Jamais! Et cette absence de reddition de comptes, on la retrouve même dans la transparence. Oui, le 7e point. La déclaration de patrimoine. Les élus en font une. Mais le document est mis dans une enveloppe scellée, déposée à la Cour des comptes. Et personne ne l'ouvre. Personne. Sauf s'il y a une procédure judiciaire. C'est une transparence de façade. En face, le texte décrit le parcours d'une personne qui demande l'aide sociale. Et là, c'est pas la même histoire. Pas du tout. C'est une enquête de patrimoine complète. Enfouis les comptes en banque, visite à domicile. Il faut justifier la moindre source. Les mots du texte sont très visuels. Moi, on scelle, vous, on fouille. Et après avoir fait le tour de ces privilèges individuels, le document change d'échelle. Il garde la facture globale. La conclusion économique. Oui. On apprend qu'il y a un effort budgétaire de 23 milliards d'euros à trouver en Belgique d'ici 2029. La question, c'est qui va payer? Et la réponse est? Selon les chiffres cités, la répartition est assez claire. 93 % de l'effort pèserait sur la sécurité sociale, les services publics et les travailleurs.
et seulement 7 sur les hauts patrimoines. Et le texte ajoute qu'une autre option, une taxe sur les grands patrimoines, a été rejetée. Oui. Une option qui, selon des sources sérieuses comme le Bureau du plan, aurait pu rapporter entre 4,7 et 10 milliards. Mais non. Et pour finir, comme une note de bas de page absurde, on mentionne le coût du Sénat belge. 44,5 millions d'euros par an pour une institution devenue, selon le texte, largement symbolique. Wow! Et cette dernière partie, ça boucle la boucle. Ça connecte la mentalité des privilèges individuels aux grands choix politiques et budgétaires. Le document suggère que c'est le même état d'esprit qui mène à la macro-logique de l'iniquité. Donc, si on résume, ce texte, sous le couvert de la satire, nous présente une série de contrastes violents. Le salaire, la maladie, la pension, l'indemnité de sortie. À chaque fois. À chaque fois, on a l'impression de lire les règlements de deux pays différents. Et il faut le marteler. Le narrateur est fictif, mais le système qu'il décrit, lui, est bien réel et documenté. C'est précisément là que l'exercice est puissant. L'objectif, c'est pas de pointer des individus du doigt, mais d'exposer les mécanismes d'un système. La satire rend ça visible, compréhensible. C'est clair. Ce qui ressort, c'est une déconnexion qui semble profonde entre les conditions de vie des citoyens d'un côté et celles de ceux qui font les lois de l'autre. Et le texte finit là-dessus, avec une interpellation directe. L'auteur a passé tout le document à aligner des faits, des chiffres officiels. Fait qu'à la fin, il ne demande pas au lecteur si ce qu'il a lu est vrai. Il considère que la preuve est faite. Oui, il pose une question beaucoup plus fondamentale, et c'est avec ça qu'on va laisser nos auditeurs. La pensée finale est la suivante. En effet. La question n'est plus « est-ce vrai ?», mais « combien de temps encore ?»